On n'a pas l'habitude de voir le Vieux-Port comme ça, sous une pluie battante. Aujourd'hui à Marseille, la vie n'est pas plus belle. Et l'un des acteurs stars de la série Plus belle la vie doit se réfugier dans un bar. Salut les Bretons! Avi Marciano, qui joue dans la série depuis 2010, demande au producteur si le tournage du jour aura bien lieu malgré les intempéries. Ouais, JB, ça va? Bon, toujours pas de nouvelles, hein, on tourne. Ça va être l'enfer. Est-ce que vous avez noté cette date sur le calendrier? Parce que c'est quand même assez exceptionnel ce temps là ici. Écoute, je me prépare, je vais y aller. Moi, ils m'attendent place Mazo. C'est donc la journée depuis, la seule journée de pluie marseillaise. Voilà. Je tourne en extérieur aujourd'hui. Ça va être folklore, mais voilà, on va faire avec. Ce Marseillais pure souche a vécu une dizaine d'années à Paris pour exercer son métier d'acteur. Depuis qu'il est devenu un pilier de Plus belle la vie, il a redécouvert sa ville métamorphosée. Il y a une vraie douceur de vivre à Marseille, et puis c'est pas uniquement ça, c'est très dynamique aussi. C'est une ville qui bouge beaucoup, qui est en perpétuelle évolution. Il y a des tas de choses qui s'y passent, et culturellement, et économiquement. Donc voilà, c'est vraiment une chouette ville, quoi. Pour moi, c'est bon, après Paris, c'est effectivement la plus belle ville de France. Il arrive sur les lieux du tournage, tout près du Vieux-Port. C'est des décors récurrents de... Ouais, on utilise souvent cet endroit parce que c'est très identifiable. On voit Marseille, on voit Notre-Dame. Voilà, quand on tourne des scènes extérieures, effectivement, on utilise souvent cet endroit parce que on reconnaît vraiment Marseille, quoi. Ce matin, la production a loué ce salon de coiffure qui fait office de loge pour les acteurs. Bonjour les amis. Salut. Ça va bien? Il y a un jour à jour dans le coin? Le texte? Ouais. Là, il y en a un là déjà. Merci. Qu'est-ce que c'est ça, Ali? Alors ça, c'est ce qu'on appelle le jour à jour, c'est toutes les séquences de la journée. C'est le moment où je vais bosser mon texte. Dans le feuilleton, Avi Marciano joue le rôle de Sacha, un journaliste qui est un habitué du bar Le Mistral, lieu central de la série regardée chaque jour par 4,5 millions de personnes. On m'appelle Sacha ici. Et on me demande des nouvelles de ce qui va arriver. Les gens sont très assidus ici. Il y a encore des gens qui déboulent à Marseille en se demandant où se trouve le quartier du Mistral et où est le bar et où est Roland. Le patron du bar, oui, les gens pensent qu'effectivement le quartier existe, enfin en tout cas que le bar existe, que la place existe. Mais tout ça, ce n'est qu'un décor de fiction. La série a participé au changement d'image de Marseille. Je pense que la série contribue au rayonnement de la ville et à l'exposition. Enfin voilà, on présente un joli visage de cette ville quand même à la France entière. Donc je suis très fier que ma ville soit effectivement présentée sous cet angle-là et soit le décor d'une série à succès, quoi, évidemment. Fier, mais comme n'importe lequel d'entre nous ici, à Marseille. Quelques instants avant le tournage, il répète une dernière fois sa scène du jour avec Béatrice, qui est chargée de le préparer. T'es là, Béa? Ouais, je suis là. Tu te rends compte de ce que t'as fait? Ça va, c'est bon. T'es parti au milieu du service, t'as fait un esclandre devant les clients, tout ça pour ton premier jour. Ouais, et le dernier. T'as raison, continue à te braquer, c'est très constructif ça. Oh, puis ça va là, tu me saoules, t'es pas mon père. Toi aussi tu me fais chier. Ah. Quoi? Tu veux quitter le foyer? Tu veux quitter le foyer, tu veux avoir une vraie vie? Ouais, t'as une chance de rattraper le coup, c'est d'aller faire tes excuses à Barbara. C'est la première fois hein, que tu la secoues comme ça, que tu la secoues de cette façon-là. J'étais en train de lui dire que toi aussi tu peux la laisser tomber. Ouais. Pour se protéger de la pluie, ils vont tourner sous ce Porsche. Bonjour! On est bien! Super! Les copains? Oui. C'est Mila. Tu vas arriver de là-bas. Ouais. Tout est en place pour que le tournage commence. Allez, moteur demandé. Allez, ça tourne. Action. Tu te rends compte de ce que tu viens de faire là? Ça va, c'est bon. Tu pars au milieu du service comme ça? Tu fais un esclandre devant les clients, tout ça pour ton premier jour en plus? Alison, on va où comme ça? Mais lâche-moi. Je t'ai rien demandé, pourquoi tu me colles? Putain, pourquoi ça vient pas? Pardon. Ok. Et action. Malgré les répétitions, il n'est pas tout à fait au point sur son texte ce matin. Tu te rends compte de ce que tu viens de faire là? Ça va, c'est bon.
Pardon. Qu'est-ce qui... C'est coupé. On tâtonne jusqu'à y arriver, ouais. On peut se remettre en place, s'il vous plaît. Et action. Quand est-ce que tu vas comprendre que la vie, c'est pas ça? C'est pas les conflits tout le temps, c'est pas les provocations, les embrouilles. Parce que tu vois, des nanas aussi réglo que Barbara, tu vas pas en croiser tous les jours. Hein. Mais qu'est-ce que t'en sais? Tu la connais pas? T'as pas vu comment elle se la joue avec sa cuisine de pétasse, là? T'as raison. Continue à te braquer, c'est très constructif, ça. Ouais, et puis bon, c'est bon, ça va, là, tu me sauves, t'es pas mon père, ok? Toi aussi, tu me fais chier, voilà. Coupé! C'est coupé, merci. Je trouve qu'il y a une montée en puissance. Énormément. On est un peu diesel, nous, on est un peu des diesels, ouais. On met du temps au démarrage. Cette série à grand succès est à l'image du renouveau que vit la cité phocéenne. Allez, bisous les copains! Très bien. Depuis quelque temps, Marseille n'offre plus du tout le même visage. Avec la création du MUSEM, ce magnifique musée à la sortie du Vieux-Port, toute la réhabilitation des docks où ont été construits des bâtiments modernes et où de grands bateaux de croisière font dorénavant escale. C'est une des plus belles vues de Marseille, surtout pour les soirées. Qui aurait pu imaginer que Marseille et sa mauvaise réputation puissent devenir une destination touristique? De montrer qu'il y a autre chose que les règlements de compte et l'OM à Marseille, c'est bien. La ville abrite maintenant des hôtels de luxe avec restaurants gastronomiques. On a des restaurants étoilés, il y a des gens qui travaillent des bons produits, des produits frais. Ça a bien évolué depuis une dizaine d'années, vraiment ça a évolué. Et pour le sport, elle ne rayonne plus seulement avec l'OM, mais aussi avec le prestigieux Cercle des nageurs, qui a produit plusieurs médaillés olympiques, comme Florent Manodou, Camille Lacour et Fabien Gillot. C'est la magie du cercle, on a l'impression que le cercle c'est quelque chose de très brillant, et au final c'est juste une grande famille. Mais la cité phocéenne n'en a pas fini avec ses vieux démons. Toute cette réhabilitation du port a aussi ses perdants. Finalement, ils sont en train de changer. Marseille, on ne la reconnaît plus. Hein. Des Marseillais modestes doivent céder leur appartement, parfois en y laissant leur chemise. On a fait toute notre vie ici, et on va aller où? Quoi qu'il arrive, je bouge pas. Je mets le gaz, je mets une allumette, je craque mon chien, moi et mes meubles. Tout ensemble. Et à quelques encablures du nouveau Marseille, les trafics continuent de plus belle sur le marché aux puces. On y trouve des cigarettes de contrebande, 2 pour 10 €. mais aussi des oiseaux rares, importés en toute illégalité du Maghreb. Il vient d'où? Le premier coup. Pour le dernier prix, 350 €. La ville n'est pas encore devenue non plus un modèle de civisme et de propreté. Il suffit d'une petite plongée dans le Vieux-Port pour s'en rendre compte. Il est beau, beau, beau. Ah, c'est dégueulasse. Ça serre le cœur. Ange, ou toujours un peu démon, quel est le nouveau visage de Marseille? À quelques mètres du Vieux-Port, on trouve l'un des symboles du renouveau marseillais. Juché sur la colline du Panier, l'un des quartiers les plus populaires de Marseille, l'Intercontinental est loin de passer inaperçu. Ce soir, la terrasse de cet hôtel 5 étoiles a revêtu ses habits de lumière. 2 fois par an, la direction de l'hôtel y organise une grande soirée festive, ouverte à tous. Xavier, chef barman de l'établissement, est en charge du bon déroulé des festivités. Mesdames, est-ce que tout va bien? Oui, très bien. Ouais, votre serveur est venu vous prendre à manger? Oui. Très bien. À tout à l'heure, passez une bonne soirée. Merci. Xavier a l'œil partout. Pas question de faire mauvaise impression dans cet hôtel 5 étoiles, le moindre détail compte. Allez, enlevez ça, que ce soit nickel, votre comptoir. Oui, chef. N'hésitez pas à remettre un petit coup sur le comptoir, les loulous. Oui, chef. Allez, tenez bon, hein. Il y a pas mal de monde, il y a plus de monde que de prévu. Et bon, on essaie de se faufiler entre les tables pour essayer de servir au plus vite les clients. Et je pense que tout le monde passe une très bonne soirée. Le groupe est bien, a bien dynamisé les clients. Donc là, voilà, si vous m'excusez, je vais servir la bouteille. L'événement est un succès. La terrasse de l'Intercontinental est noire de monde. Plus de 500 Marseillais sont venus profiter de ce lieu très prisé, au point que les cocktails viennent rapidement à manquer. Il n'y en a plus? Alex, remonte-moi les carafes et je vais les faire. Non, les carafes des cocktails, je vais les garder tout à l'heure. Xavier a été appelé à la rescousse pour réapprovisionner le bar avec de nouvelles bouteilles de son célèbre cocktail. Une création qu'il a réalisée spécialement pour l'événement. Vous mettez là dans les bouteilles, c'est ça?
Là, c'est du sucre vanillé maison. On travaille en étroite collaboration avec la pâtisserie. En fait, le principe, c'est de nous faire sécher des gousses de vanille qu'ils ont utilisées auparavant de leur dessert. Et ensuite, on le mixe avec du sucre en poudre. Tom, tu peux donner ça? Derrière, c'est les hippies chics. Il y a encore 2 litres qui arrivent. Ce cocktail, à base de poivre et d'une liqueur de fleurs de sureau, s'est déjà écoulé à plus de 200 verres ce soir. Un endroit aussi chic pour la fête, Marseille en manquait. On manquait de beaux endroits. Et ça, oui, c'est un superbe hôtel en plus, vraiment. Bien situé, superbe vue, c'est un superbe hôtel. On est content de l'avoir. Dans le secteur. Ouais. C'est magique, il y a une âme. Il y a quelque chose. Non, c'est vrai que ça fait... La terrasse est sublime, les activités qu'il y a, tout, etc. C'est génial, il y a une ambiance. On est vraiment posé ici, on boit des beaux cocktails. Vraiment, c'est clair. Des belles fleurs, des belles couronnes. Il y a de plus en plus de coins sympas qui se font comme ça, et ne serait-ce que par la réhabilitation du vieux port où maintenant c'est magnifique et on se sent plus en sécurité quand même, donc c'est vrai que c'est agréable d'avoir des lieux comme ça magnifiques où on peut passer des belles soirées, quoi. Moi j'adore Marseille. Ouvert en grande pompe en 2013, cet hôtel est à l'image de la métamorphose de la ville. Ancien hôpital désaffecté, l'hôtel-dieu vieux de 800 ans est repris en 2005 par le groupe hôtelier américain Intercontinental. Madeleine Verwood, directrice de l'hôtel, a pris part à la transformation spectaculaire de ce lieu. Good morning. Bonjour Delphine. Bonjour Madeleine. Tout va bien? Tout va bien et vous? Alors ici nous sommes dans le lobby de l'hôtel, donc l'entrée principale. Dans le temps, ce n'était pas l'entrée de l'hôpital, c'était l'entrée des urgences. Donc on a tout transformé. Car il y a 10 ans, le lieu était à l'abandon. 24 000 mètres carrés de couloirs tagués, 2 pièces délabrées ou carrément en ruine. Après 4 ans de travaux et 100 millions d'euros d'investissement, les anciennes salles d'opération se sont transformées en 180 chambres au design dernier cri, allant de 300 à 5 000 euros la nuit, comme cette suite présidentielle de 200 mètres carrés avec salon, terrasse privée et vue panoramique sur le vieux port de Marseille. Si aujourd'hui l'hôtel fait partie des lieux les plus emblématiques de la ville, à l'origine le pari était loin d'être gagné. On nous disait, le panier ça craint, qu'est-ce que vous allez vous mettre de ce côté? C'est pas du tout le bon côté de Marseille. Oh, donc c'était un vrai pari, on a continué, on a persévéré. Aujourd'hui, le pari est très réussi. D'abord parce que la ville a changé et qu'a changé aussi de ce côté. On fait vraiment partie du changement de Marseille. Mais si la ville tente de faire peau neuve depuis plusieurs années, elle garde sa mauvaise réputation en termes de propreté. Connu pour ses rues souvent sales, son vieux port serait également l'un des plus pollués de France. Pour tenter d'enrayer ce phénomène, des citoyens marseillais se mobilisent ce matin. Allez, ça va? Allez, oh. Allez, 1, 2, 3. Tiens, passe tout. 1, 2, 3, on y va. Putain, qu'est-ce que c'est ça? Une bombe, non? Qu'est-ce que c'est? Attention les mains. Bascule. Bascule. Allez. Pour la première fois, le vieux port de Marseille va être nettoyé. Une opération de grande ampleur, car le port de plaisance s'étend sur 24 hectares, soit 26 fois le stade Vélodrome. Nadir, 35 ans, fait partie des 100 plongeurs qui vont aller explorer ces fonds. On commence à s'équiper. Ouais. Et à 10 heures, voilà. Et à 10 heures, que nous on soit dans l'enclave ou débuter. D'accord? D'accord, ok. Allez. Ok. C'est parti. Et la plongée ce matin ne va pas être une partie de plaisir. Car au-delà de la pollution de l'eau due au dégazage des bateaux, les déchets pourraient eux aussi s'avérer dangereux. Et les gants verts, est-ce que tu en as? Ah oui, oui, les verts. Au moins déjà ça, oui. Le rouge, on en a plus. Des gants de sécurité, c'est pas Des gants bien. de cuir ou des gants de cuir. Il va vous falloir des gants spéciaux là? C'est un peu les gants de manutention. Il est parti avec. Donc voilà.
Comment on va manipuler des déchets, ils peuvent être coupants, donc brouillés, ça va être à jour de nos vaccins, mais quand même, voilà. Dès la première plongée, le spectacle est saisissant. Près des quais, les fonds du Vieux-Port sont recouverts de milliers de cadavres de bouteilles, pour certaines aux couleurs d'un célèbre alcool marseillais. Une bouteille pour le pastis. On va foutre ça dans un panier, non? Ouais, première prise, elle est pas belle, hein? Et en à peine quelques minutes, la pêche va être fructueuse. Les fonds du Vieux-Port regorgent d'objets en tout genre. Il n'y a pas longtemps qu'il est dans l'eau. On va les mettre tout de suite dans la benne. Je sais pas ce que c'est ça. Ça, c'est une bite. Voilà, tu vas. Un Marseillais. Une barrière. Un moteur. Après les barrières de chantier et les nombreux vélos, les plongeurs vont sortir l'un des trésors du jour, un toilette et toute sa tuyauterie. Il est beau, beau, beau. Le cabinet. Les 2 secondes. Dans le bidet. Ouais, merci à vous. Je peux m'asseoir là. On peut. Allez-y, c'est bon. Pour les plongeurs, l'incivilité des passants et des plaisanciers est difficile à digérer. C'est incroyable, il y a le scooter qui est sorti, les vélos, il y a de tout quoi. Et il y a des gens qui jettent ça vraiment que c'est une déchetterie. Mais là on a sorti un coffre, carrément presque une armoire. Je veux dire, et c'est incroyable. Une décharge sous-marine où des sédiments se sont accumulés depuis plusieurs années. Et à chaque objet déplacé, cette vase vient compliquer la tâche des bénévoles qui vivent une véritable plongée en eau trouble. C'est clair qu'il y a des endroits où, dehors de la base, là où c'est très noir, bah vraiment c'est pareil, on voit rien. C'est bon, on s'adapte. Voilà, on va essayer de continuer. Sur les quais, les bénévoles font le bilan. Et la liste des objets remontés a de quoi faire peur. Une échelle, une perche, un tambour de machine à laver. Vous savez comment un tambour de machine à laver peut se retrouver dans un port? Non, là j'avoue que j'ai pas d'idée. C'est pas une matinée qu'il faudrait, c'est des jours et des jours et des jours. Il y a à peu près plus de 2 siècles de strates, de détritus, donc il y a un peu de tout. Qu'est-ce que vous avez trouvé là-dedans? Il y en a déjà 2 pages. Il y a 2 vélos, des chaises, un barbecue, un extincteur professionnel énorme, un barbecue gigantesque, ça doit être des trucs de restaurant. C'est pas mal hein, comme score. Hein. Ça vous fait quoi de voir tout ça? Ah, c'est dégueulasse. Ça serre le cœur. Au total, les bénévoles auront rempli une vingtaine de bennes comme celle-ci. Un triste bilan qui laisse un goût amer aux passants venus assister à l'opération. Les Marseillais se désolent. C'est honteux de voir qu'on jette tant de choses à l'eau. Vous allez dans d'autres villes, ça n'a rien à voir. Hein. Vous allez à Lyon, c'est magnifique. Hein. Vous venez à Marseille, c'est triste. Bon, j'ai vu 2 caddies, un extincteur, enfin plein de choses qui me... J'arrive même pas à y croire. Voilà. Là, on est en vacances de 3 jours et quand on voit la ville, il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Ah oui. Si à Marseille, depuis 2000, dans le cadre du projet Euroméditerranée, plus grand plan de rénovation urbaine en Europe, le Vieux-Port et les anciens docks délabrés ont été rénovés,
la cité phocéenne reste de loin la capitale de la fracture sociale. Car à quelques rues de ces nouvelles infrastructures, en plein cœur de la ville, des milliers de familles rêvent depuis leur balcon d'habiter dans ces immeubles flambant neufs. Les habitants de la cité Félix Piat sont pour l'instant les laissés pour compte de la rénovation de Marseille. Ici, depuis 20 ans, rien n'a vraiment changé. Les ordures ne sont pas ramassées. Elles jonchent le sol des mois entiers. Tout comme ces carcasses de scooters qui ont pris racine. Elles font maintenant partie du décor, comme ce rat mort. Sans parler des infrastructures publiques, la piscine municipale est fermée depuis des années. Car à Marseille, il y a d'autres priorités. À quelques mètres de là, la construction d'Euromed 2, un chantier de 4 milliards d'euros d'investissement. Si sur le papier le projet peut séduire, pour certains Marseillais, il s'est transformé en véritable cauchemar, notamment dans le quartier des Crottes, où vivent Françoise et Jean-Louis. Voilà, on arrive. On va de quel côté? Ce côté? Voilà. Ce couple de retraités habite dans cette maison depuis plus d'un demi-siècle. On est où là ici, Françoise? Eh bien là, vous êtes dans le jardin, le petit jardin que nous avons. Et le citronnier, ben, c'est nous qui l'avons planté. Il était dans un petit pot et on a mis sous terre. Et puis depuis, bon, il a poussé. Il a fait comme nous. Et il a quel âge le citronnier? Et il a 56 ans depuis que nous sommes là. 56 ans. Voilà. Il y a quelques mois, ce couple de retraités a reçu une nouvelle qui a bouleversé son quotidien. Une lettre d'expropriation leur annonçant que leur maison allait être rachetée par la ville pour ensuite être détruite dans le cadre du projet de rénovation. Ce courrier, il nous dit que enfin, en deux mots, qu'on doit partir, disons, dans l'année 2017, pour des raisons qu'ils appellent ça, pour le bien public. C'est comme ça qu'ils le disent dedans, c'est définitif. On ne pourra rien faire. François, vous vous souvenez de ce que vous êtes dit quand vous avez reçu ce courrier? Bien, je me suis dit qu'ils n'étaient pas bien, quoi. Que la personne qui fait ces machins-là, eh ben, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Parce qu'elle ne nous connaît pas, elle ne connaît pas les gens qui y habitent. Ils décident ça, ils décident de... Allez, il faut partir parce qu'ils vont faire un passage. Ils te font tomber 3 maisons comme ça, allez. Ah, c'est pas normal, ça. L'appropriation de leur maison par l'État a été récemment déclarée d'intérêt public. Françoise et Jean-Louis pensent donc qu'il n'y a aucun recours. On ne peut rien faire. Maintenant, on est obligé de faire ce que ces messieurs veulent faire, eux. J'ai 83 ans, mais j'ai 83 ans dans le quartier. Je ne suis jamais partie. Moi, je ne me sens pas de partir, tout ce qu'on a ici. Tout, je ne me sens pas. Hein. Quand j'y pense, eh ben, je ne sais pas, je ne sais pas. Depuis ce courrier, Françoise et Jean-Louis ont appris que leur maison allait être rasée pour les besoins d'une entrée vers ce bâtiment, un parking public. Ils veulent faire le passage, ils veulent faire tomber la maison pour faire un passage. Voilà. Alors 3 maisons, eux à côté, les autres à côté et nous. Voilà. Finalement, ils sont en train de changer. Marseille, on ne la reconnaît plus. Hein. On va être obligé de déserter, comme on dit. Quel endroit, on n'en sait rien. Bon, j'espère qu'ils auront un peu de plomb dans la cervelle, qu'ils vont réfléchir et qu'ils vont se dire, bon ben, on les laisse là. On les laisse mourir tranquillement chez eux. Si vraiment il la faut tomber la maison, je vais rester dedans et elle me tombera dessus. Au moins, je partirai avec ma maison. Voilà.
Dans la maison mitoyenne, Sébastien, 30 ans, est lui aussi encore sous le choc de la nouvelle. Donc ça, c'est la carte d'Euromède, et plus particulièrement la zone qui nous intéresse. Et donc moi, en fait, je me situe exactement à ce niveau-là. Et j'ai le malheur de tomber sur une rue qui va donner donc, de part et d'autre du métro. On va détruire 3 appartements pour faire une rue, pour pouvoir avoir un accès sur le parking. Il y a 5 ans, Sébastien décide de réaliser son rêve, devenir propriétaire. Mais avec 1 100 € par mois de salaire, cet employé d'une plateforme téléphonique ne peut qu'acheter un bien délabré et très bon marché. Avec l'aide de sa mère, il investit dans ce petit appartement et réalise lui-même des travaux faramineux. C'était vieux, mal agencé, donc en fait on a laissé que les 4 murs. On a fait 1 an de travaux, tous les week-ends, tous les soirs. Mais bon, on s'est dit c'est à nous, on se fait plaisir. Et je pensais pas partir du coup au bout de 5 ans, quoi. Sinon on n'aurait jamais fait ça, on n'aurait jamais acheté si on nous avait dit. Vous avez fait combien de travaux? Minimum 40 000 € de travaux. On a dit on se fait plaisir, on a fait 1 an de travaux. C'est tous les soirs, tous les week-ends, pour au final rien avoir au bout de 5 ans, du moins, tout perdre. Franchement, c'est rageant. Pour indemniser Sébastien, Euromède lui propose 119 000 €. Le problème, c'est qu'avec ces travaux, le jeune propriétaire aurait dépensé beaucoup plus. On va se battre, ça c'est sûr. Moi, je vais avoir un minimum d'argent pour refaire mon chez moi. Mais j'ai compris qu'en tout cas, ici, je ne pourrais pas le garder. Aujourd'hui, Sébastien, accompagné de sa mère, va justement recevoir la visite d'un représentant d'Euromède. Il est venu convaincre le jeune propriétaire de ne pas s'opposer à la procédure d'expropriation. Nous assistons à ce rendez-vous en caméra cachée. J'ai vu dans le dossier que ce qui était particulier, c'est que vous aviez acheté il y a récemment et que vous n'aviez pas l'information de cette opération qui est... Non, pas du tout. J'ai bien peur que la situation va être compliquée au niveau de l'opération en elle-même. Après, de faire valoir vos droits par rapport à ce que vous avez réalisé et tout, il n'y a pas de souci. Ça... Au premier abord, le représentant se montre compréhensif. Même s'il ne donne aucune chance à Sébastien et à sa mère de rester dans cet appartement, il laisse la porte ouverte à la négociation qui s'annonce rude. Parce qu'à l'heure actuelle, par rapport à ce qu'ils nous proposent, ils perdent de l'argent. Non seulement je suis plus propriétaire, j'ai plus d'argent, j'ai plus rien en fait. Moi, il y a 2 solutions. Soit dans le cadre d'un accord amiable, ça peut se faire très très vite. Là, si demain matin vous me dites on signe, ce ne sera pas le cas. Ce sera pas le cas, mais bon, voilà, ça peut aller très très vite à l'amiable. Après, au pire des cas, dans une procédure d'expropriation, parce que dans ce cas-là, on est dans une procédure, il faut qu'il y a beaucoup de choses à respecter et ça peut prendre 6 mois, 1 an, c'est pas facile, ouais. D'où l'intérêt aussi d'une négociation amiable. D'accord, justement. Moi, je suis plutôt là pour plaider pour le prix ne m'intéresse, du moins, ne me convient pas du tout. Moi, j'ai acheté ce bien avec les frais notaires à 80 000 € et j'ai mis minimum 50 000 € de travaux. Donc ça fait 130 000 €. Donc à 130 000 €, je repars à zéro. Ouais. Vous imaginez bien que les 118 000, moi, ça ne me convient pas du tout. Mais pour Sébastien, pas question de repartir à zéro. Bien au contraire, il a demandé 150 000 € à Euromède. Le promoteur immobilier n'est pas prêt à lâcher autant d'argent, d'autant que, selon son représentant, leur proposition serait déjà très généreuse. Sachez que les valeurs sur lesquelles on se base pour l'estimation de notre bien, c'est des valeurs hautes. C'est-à-dire que vos voisins vont pas... Ben oui, mais malheureusement... Heureusement alors, merci. Haute pour eux, je dis par rapport au marché, aux références du marché. Et pas celle que... Mais bien entendu, c'est pas celle que vous avez en tête. Faites-moi une offre exceptionnelle pour un cas particulier. Voilà. Vous voulez absolument mon appart? Moi, je veux le garder. Vous imaginez quand même que ça, je vais le retrouver nulle part. Donc faites-moi une offre que je ne pourrais pas refuser. Pendant près de 2 heures, les 2 hommes vont jouer au marchand de tapis. Et finalement, le représentant finit par lâcher du lest. L'un dans l'autre, j'étais plutôt sur 132 000, parce que j'avais noté que dans le dossier, vous avez évoqué, vous, le montant de 150 000 €. Mais on n'arrivera jamais, de 120, on ne passera pas à 150, ça me paraît pas possible. Parce que pour l'instant, 118 000, je suis en plus bas, hein, je veux dire. Je peux rien faire et j'ai tout perdu dans l'histoire. Pourquoi vous dire, moi j'espère que vous pourrez... Je vais voir ce qu'on peut faire et puis je vous recontacte. De toute façon, avant de vous faire une offre officielle et rentrer dans une procédure, je vous rappellerai. On fait comme ça? Oui. Ok, bon courage pour la suite. Au revoir. Merci.
Au revoir. Allez, merci beaucoup, je vais le voir. C'est moi qui vous remercie. Bien décidés à se battre face aux géants Euromed, Jean-Louis, Françoise et Sébastien se rendent à une réunion de crise organisée par les habitants du quartier. Ce soir, ils sont une trentaine à avoir répondu présent à l'appel. Claude est l'instigateur de cette réunion. Ancien Parisien fraîchement installé dans le quartier, il a décidé de défendre bénévolement les habitants du coin. Et pour lui, si seulement 5 propriétaires sont aujourd'hui menacés d'expropriation, l'ensemble de la rue serait aussi en danger. Bonsoir à tout le monde, merci d'être là. Donc on redoute d'expropriation, pas seulement les 5 propriétaires concernés aujourd'hui, mais toute la rue de Lyon. J'ai encore des plans là qui vous montrent que les projets, en fait tout le secteur ici saute. La rue de Lyon, elle est ici, jusqu'à la rue Allard, donc à la case de Lyon. Tout ça, c'est des nouveaux logements. Tout le monde, de la rue de Lyon jusqu'au numéro, je ne sais pas combien ça fait, 30 ou 40, est menacé de toute façon et devrait sauter. Donc il y a intérêt aussi, je crois, à se défendre, pas que les 5 propriétaires qui sont directement menacés, mais bien au-delà. Face à cette nouvelle inattendue, les habitants de la rue de Lyon accusent le coup. Là que nous sommes ici, à cette aile de Lyon, je ne comprends pas qu'on va faire des nouveaux appartements et que nous, on nous jette dehors. Ça, alors, c'était incompréhensible. Quoi qu'il arrive, je ne bouge pas. Je mets le gaz, je mets une allumette, je craque mon chien, moi et mes meubles. Tout ensemble. Comme ça, c'est fait. On n'aura pas à me reloger, on n'aura pas à me donner d'argent. Mais bon, ce qui n'est pas normal, pour les personnes âgées comme ça, qui ont 70 ans, 80 ans, c'est pas normal qu'on les chasse. Moi, à la rigueur, je suis plus jeune qu'eux, donc je peux refaire ma vie n'importe où. Et eux, c'est pas normal, ils y habitent depuis 50 ans dans le quartier. C'est pas normal qu'on les chasse comme des malpropres. Si Claude et Sébastien ont réuni les habitants ce soir, c'est donc pour leur proposer d'unir leurs forces face à cette opération de très grande ampleur et de prendre un avocat pour engager une action collective. L'avocat, donc Maître Le Turc, elle a estimé à 3 000 € pour faire le recours en annulation de l'avis préfectoral, de l'autorisation suite à l'enquête qui a eu lieu. Et elle a précisé que s'il y avait une audience, donc si ça passait au tribunal, ça coûterait entre 1 000 et 1 500 € en plus. Qui serait prêt parmi vous à participer pour cette défense collective? Parce qu'évidemment, plus vous êtes nombreux, plus ça diminue le... Si vous êtes 6, ça devient à 500 € chacun. Elle l'avait dit, elle était d'accord avec ça. Voilà, si vous êtes 3, ça fait 1 000 €. Voilà. Mais dans la salle, certains habitants de la rue de Lyon ne se sentent pas de taille à lutter contre le projet. Vous vous rendez compte de ce qu'on est petit, nous, à côté d'eux? Vous imaginez? Il faut être réaliste. L'idée, c'est quand même d'essayer. Moi, je dis, oui, oui, d'accord, ça fait des années qu'on essaie. C'est le pot de terre contre le pot de fer. Si on nous dit non, vous pouvez rien faire, c'est pas la peine d'investir dans l'argent. De l'argent, mais une fois qu'ils ont le pied dedans, c'est fini. Il faut les arrêter avant qu'ils fassent quoi que ce soit. Je pense que vous êtes tous concernés et que vous auriez intérêt à vous défendre ensemble. Mais c'est à vous de voir si vous le pouvez, quoi. Pour l'instant, je vois 3 personnes. 4, 5. Qui dit mieux? Donc, levez les bras, tous ceux qui seraient d'accord. Donc, effectivement, on arrive à beaucoup plus. Après, il ne faut pas dire que je n'ai pas dit parce que c'est filmé. Au total, une vingtaine d'habitants coucheront leur nom sur cette feuille, avec pour espoir de pouvoir continuer à vivre dans leurs appartements. Il leur en coûtera 200 € chacun de frais d'avocat. Mais pour Claude, le projet de rénovation d'Euromed ne laisserait aucune chance à ces couches populaires. C'est des intérêts économiques et politiques très importants qui nous dépassent, qui sont en jeu. Mais voilà, nous on oppose les gens du quartier, et y compris les usagers, pour qu'ils défendent voilà, par rapport à ce qui est en fait un projet de gentrification, de remplacer une population par une autre. La plupart de ces expropriés ont des revenus modestes. Une fois leur bien vendu, beaucoup n'auront pas la possibilité de s'en racheter un ici. Alors Euromed leur tendra peut-être la main et leur louera un de ces nombreux logements, comme par exemple dans cet immeuble à l'abandon et aux parties communes complètement délabrées. C'est ici qu'a été relogé un exproprié avec son fils, sa femme et leurs 3 enfants. Ils n'ont pas souhaité être filmés, mais ils nous ont laissé tourner dans leur appartement. Dans chaque pièce,
une vitre cassée, rafistolée avec les moyens du bord. Dans la salle de bain et dans la chambre, l'humidité s'est infiltrée un peu partout. Cette famille paie 450 € par mois de loyer à Euromed pour cet appartement voué à la destruction. Alors, Euromed, marchand de sommeil, nous leur avons posé la question. C'est ici qu'a été relogé un exproprié avec son fils, sa femme et leurs 3 enfants. Ils n'ont pas souhaité être filmés, mais ils nous ont laissé tourner dans leur appartement. Dans chaque pièce, une vitre cassée, rafistolée avec les moyens du bord. Dans la salle de bain et dans la chambre, l'humidité s'est infiltrée un peu partout. Cette famille paie 450 € par mois de loyer à Euromed pour cet appartement voué à la destruction. Alors, Euromed, marchand de sommeil, nous leur avons posé la question. Bonjour. Je répète, madame, que les logements sont tout à fait salubres et que nous avons fait de nombreux travaux pour améliorer le confort des locataires. Et je m'insurge contre le terme insalubre. Il n'y aurait donc pas de problème dans cet appartement, ni dans les parties communes, puisqu'il ne prévoit aucun travaux. Pourtant, ils se sont engagés à reloger au plus vite cette famille. Si certaines classes populaires ne bénéficient pas du renouveau marseillais, d'autres en tirent certains profits. Car avec le projet Euromed, la ville change de visage et attire une population plus aisée qui compte bien profiter des charmes de la cité phocéenne. Yannick l'a bien compris. Depuis 2 ans, ce Marseillais propose des sorties en bateau pour cette nouvelle clientèle. Allez, venez messieurs, dames. Alors pour monter sur le bateau, très simple. Voilà. Toujours une main, toujours se tenir, ce qui évite de glisser. Allez-y. Élodie et Christophe, 2 Parisiens récemment installés à Marseille, veulent faire découvrir les beautés de leur ville d'adoption à leur famille. Et ils ont choisi la formule haut de gamme. Installez-vous, prenez place. Car habituellement, les touristes découvrent Marseille et ses célèbres calanques à bord de ces navettes où s'entassent des centaines de personnes. Prix entre 10 et 30 €. À ce tarif-là, c'est service low cost. Pas de halte et impossible de faire trempette. Tout l'inverse de l'option choisie par la petite famille. On est là pour accompagner les parents de Christophe, pour aller dans les calanques et le Frioul, le Vieux-Port. Découvrir notre belle région. On est entre nous, on va pouvoir s'arrêter où on veut et leur montrer les petites pépites à côté desquelles on passerait avec la navette. C'est vrai que d'être en famille, à bord d'un bateau, c'est assez unique, c'est rare et c'est magique. Au départ du Vieux-Port de Marseille, la visite prévoit une découverte historique des lieux. Car en plus d'être skipper, Yannick, passionné d'histoire, va leur servir de guide pour la balade. La tour ronde qu'on voit, on appelle cela la tour du Fanal. On est au milieu du XVIIe siècle. Ensuite, le Mucem. Et juste derrière le Mucem, clin d'œil à la basilique de la Major. On est au 19e. Donc, en permanence, on va brasser des périodes d'histoire, donc qui montrent que Marseille, c'est une ville ouverte, à la fois sur l'extérieur et même sur l'intérieur. Là, je vais vous emmener dans un petit port de pêche, le Vallon des Offres, qui est aussi assez particulier. Donc vous avez ici, en fait, un paradoxe. Vous rentrez dans un arrondissement de Marseille. On peut aussi être habité Marseille et habiter ici. Le rêve, c'est pas mal. Donc là, vous rentrez dans un petit port de pêche qu'on appelle le Vallon des Offres. Ici, on est vraiment dans un village traditionnel de dépaysement. Donc ça, au Vallon des Offres, en fait, il y a des institutions comme chez Fonfon, où on mange une excellente bouillabaisse avec du poisson qui est livré généralement par les pêcheurs d'ici. Chez Jeannot, alors là, l'exotisme pour voir le coucher de soleil de chez Jeannot, alors là, c'est féerique. J'aime bien les coins authentiques comme ça, qui sont figés, il n'y a pas de construction nouvelle. Moi, je trouve ça sublime, je trouve ça... Ah oui, c'est vraiment très beau. Ah, ça fait plaisir. Ah oui. Le petit groupe met à présent le cap sur l'île du Frioul, une petite étendue de terre à quelques kilomètres des côtes marseillaises. L'endroit idéal pour faire un stop baignade.
Donc là, pareil, un quart d'heure de Marseille. Nous sommes sur l'île du Frioul. Là, je file l'ancre, comme on dit, pour faire un petit apéritif et surtout pour prendre un bain. Ah non, oh putain, le sauveur de l'humanité. 25 degrés à l'extérieur, 21 dans l'eau. Cette année à Marseille, le mois d'octobre est estival. Je vais essayer de ne pas faire le plat quand même. Hein. Allez, 1, 2, 3, youhou! Bravo. Elle est dingue. C'est du bonheur. Et pour terminer la balade, Yannick a inclus dans sa prestation un apéritif 100% marseillais. Bon, c'est l'heure de prendre un petit verre, un petit apéro. Ça, c'est de la tapenade faite par un traiteur, c'est du maison. Les fruits du jardin. Ouais, c'est du jardin. Ouais. C'est marqué dessus. C'est les olives du jardin. Bilan de la journée, la petite famille semble être aux anges. Dans un cadre exceptionnel. Merci. Tenez, jeune fille. On est ensemble en famille. On partage des beaux moments et c'est exceptionnel. On est privilégiés, on se sent privilégiés. Ouais. J'ai l'impression d'être au paradis. On est au mois d'octobre, il fait mais c'est génial. Il y a la mer, il y a Marseille, ça chante. Au total, la famille aura dépensé 240 € pour découvrir les côtes marseillaises. Un tarif 3 fois plus élevé que pour une navette classique. Mais Elodie semble y trouver son compte. Pour nous, en famille, là, cette exclusivité-là, je trouve ça très très bien. À cette belle journée, tchin tchin. Bonne fête, Elodie. Pour séduire cette clientèle au pouvoir d'achat élevé, à Marseille, il a fallu développer une offre adaptée. La ville bouge et sa gastronomie avec. Retour à l'Intercontinental. Il faut envoyer 2 toasts. Lionel Lévy, 44 ans, est le chef cuisinier de l'Alcyone, le restaurant gastronomique de cet hôtel de luxe. En 2014, un an après son arrivée, il obtient une étoile au guide Michelin. Formé par Alain Ducasse, il s'installe il y a 20 ans à Marseille et devient rapidement l'un des premiers chefs à y proposer une offre haut de gamme. Alors c'est vrai que quand je suis arrivé en 99, le paysage gastronomique marseillais était assez réduit. Sur Marseille, on était peut-être une petite dizaine. Aujourd'hui, on est une bonne soixantaine à faire une restauration de qualité, et que ce soit de la pizzeria ou aux 3 étoiles Michelin, quoi. Son credo, une carte à l'inspiration méditerranéenne, mais surtout des produits locaux 100% marseillais. Tellement locaux que Lionel Lévy a même un fournisseur dans les fameux quartiers nord de Marseille. Pour s'y rendre, le chef doit traverser certaines cités de la ville, célèbres pour leurs règlements de compte et crimes en tout genre. Alors c'est vrai que d'avoir une exploitation de salades, d'herbes, de légumes dans les quartiers nord, c'est très original, mais c'est ce qui fait aussi le charme de Marseille. De montrer qu'il y a autre chose que les règlements de compte et l'OM à Marseille, c'est bien, et ça donne une image, on va dire, un petit peu plus qualitative. Chaque semaine, Lionel Lévy se déplace en personne pour vérifier la qualité des produits servis dans son restaurant. Et aujourd'hui, c'est à travers ses champs de salade qu'il va aller chercher les meilleures pousses. À 2 pas des bars HLM de la ville, on trouve un véritable décor pagnolesque. 5 hectares de terre verdoyante en plein cœur de Marseille. Salut Delphine. Tu vas bien? Ça va et toi? Écoute, ça va. Impec. Ce matin, Lionel Lévy est accueilli par Delphine, la gérante des lieux. Et pour aller à la découverte de ses produits, le chef, habitué au couloir de son hôtel 5 étoiles, n'hésite pas à donner de sa personne. Avec ce qui est tombé hier. Depuis 3 générations, Delphine et sa famille cultivent de manière artisanale des salades à Marseille. Là, on a la pousse de moutarde. Ouais. C'est super. Tu peux goûter, hein, c'est pas traité Ouais. donc. Oui, non, c'est pas très. Non, mais pas de produit. Tu mets rien du tout? Non. On met du fumier. Tu as ce côté piquant qui te relève le mesclin de salade, c'est ça qui est intéressant. C'est que dans le mesclin, c'est l'amertume.
t'as le piquant, l'acidité. Donc c'est ça qui fait un petit peu la différence avec le mesclun niçois. C'est ça. Puis ça donne la couleur. Voilà, exactement. C'est bien, ça vous plaît là? Ah, moi ça me plaît, mais ce qui est intéressant, c'est de voir où c'est cultivé, comment c'est cultivé, par qui. Le début d'un bon plat, il part de là, quoi. Ici, aucun process n'a été industrialisé. Les salades sont uniquement cueillies à la main. Ah, il y en a qui bossent quand même. Oui, malheureusement. Surtout dans mon état, je peux pas trop. Ouais, tu peux pas, là. Tout à la main. Oui. Ouais. Là, on va aller voir le chouquel, là. Ça c'est très tendance à Paris. Ça, je suis pas fan, tu vois. Je sais que ça tout le monde aime, surtout pour les vertus thérapeutiques et puis pour le corps, pour le bien-être. Gustativement, c'est bon. Ce qui est sympa, c'est en beignet, les grandes feuilles en beignet, c'est intéressant. Mais c'est vrai que ça marche, oui. Tout le monde en veut de ça. Hein. Ouais, mais bon, parce qu'on est à Marseille, ça va venir petit à petit, ça va venir. Si le chouquel n'a pas convaincu le chef, un peu plus loin sous cette serre, Delphine espère faire mouche avec une herbe un peu particulière. Ah, c'est top ça. Bon, ça c'est génial ça. Ce qu'on appelle l'ail des ours. Donc ça ressemble vulgairement à une herbe à chat, mais quand on le met en bouche, c'est un goût d'ail. C'est très 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 bon. Mais bon, ça c'est connu de la part de tous les chefs, mais d'avoir ça au plein cœur de Marseille, moi c'est ça qui m'intéresse. Évidemment les produits, mais on est dans le 14e à Marseille, quoi. Et ça, faut le savoir, il faut diffuser l'information, quoi. Il n'y a pas que les kalachnikovs, quoi. Il y a aussi l'ail des ours. Pour le thé. Aujourd'hui, c'est avec le sourire que le chef repart de sa visite. Avec en prime, une cagette de mesclun frais qu'il servira ce soir aux clients de l'hôtel. Là, tu vois, c'est ce qu'on appelle du producteur au consommateur. Non, mais voilà, il est super frais, il est brillant, il est luisant, les herbes, elles sont bien distinctes. C'est ça que j'aime, moi, ici. C'est qu'on sait de quoi on parle, quoi. On est à Marseille, on mange marseillais et avec la sangue. Un produit 100% marseillais que Delphine n'a pas hésité à marketer. J'ai déposé la marque du mesclun marseillais, justement, il n'y a pas longtemps. Et de toutes les variétés qu'on fait, en fait. Et du nom, bien sûr, le dernier paysan de Marseille, parce que c'est important. On ne voudrait pas qu'il y ait du copiage. On ne sait jamais. Bon, à bientôt. Merci beaucoup pour ta visite. Bon, bonne fête, bon courage. Merci. Les produits made in Marseille ont désormais le vent en poupe. Retour à l'Intercontinental. Ce soir, le chef Lévy organise un événement spécial à l'Alcyone, le restaurant gastronomique de l'hôtel. Si la bonne presse depuis son ouverture, le lieu n'affiche pas encore complet. Alors, pour faire l'événement, Lionel Lévy a organisé un dîner à 4 mains avec Fabien Lefebvre, un chef étoilé et meilleur ouvrier de France. Ce soir, on a la chance d'accueillir Laurent et Fabien du restaurant L'Octopus à Béziers. On va essayer de faire aussi bien que d'habitude, voire mieux, et que nos clients soient ravis, et puis montrer à Fabien qu'à Marseille, on sait travailler quand même. Au programme ce soir, les chefs ont élaboré un menu unique, composé de différents mets, comme le poulpe à la picada, ou bien encore un suprême de pigeonneau. Une farandole de plats pour la coquette somme de 119 € par personne. Action. Ouais. Avant de commencer le service, les chefs vont procéder au test de dressage de leurs plats. Une étape indispensable, car dans un restaurant étoilé, la présentation compte tout autant que le goût. Donc là, c'est l'escabèche de rouget à l'orange. Tu as vu comment j'ai fait, Seb? Oui, j'ai vu. Bâtonnet sur les deux. Ouais, voilà. Bâtonnet creusé sur chaque rouget. Je m'en occupe. On a la possibilité, c'est vrai, de un petit peu chouchouter nos clients et on fait quelque chose d'assez élitiste. Voilà. Donc on est sur des petits services et on essaye, voilà, de faire quelque chose un peu comme dans l'orfèvrerie, quoi. Une quête de la perfection qui n'entache pas pour autant l'humeur joviale des deux chefs.
Pour l'instant, en cuisine, l'heure est à la galéjade. Quelle assiette on a dit? Celle-là on a dit? Je sais plus. Tu n'avais pas dit ça, Lévi, t'étais pas au briefing ou quoi? Ah oui, c'est vrai, ouais. Ah ça va, t'as que ça à poncer, toi. Voilà, c'est le qui est comme ça. Ah, tu comprends rien. C'est sauce barbecue, ça? Ou ketchup, je sais plus. Ketchup. La bolo. Ce plat aux couleurs locales, c'est le poulpe à la picada, le plat signature de Fabien Lefebvre. C'est bien. Le poulpe est bon. C'est sympa, pour moi, c'est parfait. Fabien, il travaille pas très proprement, donc je suis obligé de passer derrière lui. Si l'ambiance est à la franche camaraderie en cuisine, la pression risque de bientôt monter. Le restaurant affiche complet, mais surtout, les chefs reçoivent des invités plus qu'exigeants. Un club de fins gastronomes très influent dans la région. Coutumiers des restaurants étoilés, ils sont venus évaluer ce soir l'association des deux chefs. Vous attendez quoi de votre dîner ce soir? Du plaisir, forcément. Lors de notre dîner à Béziers, on s'était vraiment régalé. Et c'est intéressant de voir ce qu'ils peuvent faire ensemble. C'est 4 rouges et de mieux, 8 au nombre. On se met en place pour les toasts, pour les entrées des huîtres. Et très vite, la tension commence à grimper. Je peux avoir les 2 salades pour les poulpes, s'il vous plaît. Non, change-moi la gamelle, là t'as mélangé les deux, tu me changes. C'est pas possible. C'est pas grave. T'as le temps là, t'as le temps. Tu fais pas les choses correctement. Tu peux détélé bordel là? Ah bah ouais, bah écoute, merde. Tu as des pommes de terre à cuire, du jus et de l'aubergine à chauffer. Je comprends pas. Pendant près de 2 heures, les plats vont s'enchaîner. Bon dîner, messieurs. Merci. 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 Des amuse-bouches au suprême de pigeonneau dressé par le chef. Allez, on enlève. Les rougets, combien de temps? Et pas question de baisser la garde avant la fin du service. Les deux chefs restent à l'affût du moindre détail. Comme pour ces desserts, prêts à partir pour la table des gastronomes. Allez, reste là, Sophie, on va checker. Mais c'est de la merde. Ouais, putain, c'est pas beau. Attends, je t'amène l'éponge. Messieurs les pâtissiers, si on peut soigner les assiettes un peu, s'il vous plaît. Tu vois, quand t'essuies le truc après, ça fait archi dégueu. On n'a pas compris. Faites attention au dressage des assiettes, c'est pas propre. Ganache chocolat monté et parfumé à la menthe. Ouais. On a un biscuit de cacao sans farine et une glace granité à la chartreuse verte. D'accord. Ça c'est bien, la chartreuse. Et du côté des fins gourmets, les efforts des deux chefs semblent avoir fait mouche. C'est une réussite, hein, on est content. On n'a pas encore mangé ça, mais ça devrait aller. Dans l'ensemble, c'était super bien. C'était parfait. Non, mais on sent qu'ils se connaissent et qu'il y a une véritable complicité entre les deux. Ça fonctionne bien. C'est mieux à Bordeaux, quand même. Bon. C'est pété, Bordeaux. Ça, c'est parce qu'il est bordelais. Les deux chefs sont soulagés. Ils ont réussi à parfaitement harmoniser leur cuisine. On est content parce que les clients, on a des bons retours. Donc pour l'instant, c'était une soirée qui se passe bien. De quoi ravir ces gastronomes, toujours à la recherche de nouveautés. Elle est comment l'offre gastronomique à Marseille? Ça s'améliore énormément. On a des bistrots qu'on n'avait pas avant, des vrais bistrots avec des gens qui travaillent des bons produits, des produits frais. On a des restaurants étoilés. Il y en a maintenant, je ne sais plus, il y a 3, 4 un macaron, il y a un 3 mac que tout le monde connaît. Enfin, voilà, quoi, ça a bien évolué depuis une dizaine d'années, vraiment ça a évolué. Mais face à ce nouveau Marseille, il y a dans le panier des endroits immuables, comme ici chez Étienne, l'un des bastions de la résistance culinaire marseillaise. Pascal est le gérant de cette petite pizzeria, de nombreuses fois récompensé par les guides gastronomiques. Il a hérité de son père Étienne, aujourd'hui trop âgé pour s'occuper du restaurant. Et depuis 1947, cette affaire familiale est une véritable institution à Marseille. On est bon en salade? Je vais aller vérifier quand même. Ça va, Stéphane? Ça va, et toi? Tu peux me dire bonjour, hein, parce que la caméra. Quoi. Pourquoi ça a été vachement connu sur Marseille, du moins?
c'est parce que c'est parti de Marseille, hein, de toute façon, l'histoire. Par rapport à ce joueur de foot, donc il y a Scoblar qui est par là, le plus grand buteur de l'OM, qui après les matchs venait manger ici. Les gens venaient au départ pour voir entre guillemets le joueur de ballon, de la star de l'OM de l'époque. Depuis, les plus grandes stars s'y succèdent. Anthony Quinn, Michael Caine, Maurice René, Etienne, bien entendu. Puis vu la table, je pense qu'ils ont bien dîné, vu les bouteilles qu'il y a sur la photo. Vous avez Kylie Minogue aussi, la chanteuse australienne. Quand la serveuse m'a dit il y a Kylie Minogue à la table ronde, je ne l'ai pas cru sur le moment, quoi. Je lui ai dit non, c'est ça. Ouais. Moi j'attends Madonna de l'autre côté, tu vois. Donc c'était vraiment la surprise, quoi. Et c'était effectivement Kylie Minogue. Et voilà, il y en a plein d'autres. Il y a Jean Reno, il y a Richard Berry, le prince Albert de Monaco. C'est des gens normaux, hein. Je veux dire, ils mangent, hein. Donc voilà, hein, ils sont venus déguster la pizza, les soupions, la grillade, et ils en sont repartis très contents, quoi. Depuis plus de 50 ans, la petite affaire familiale connaît donc un véritable succès. Aujourd'hui, la famille de Pascal est donc l'une des plus emblématiques du panier, mais aussi l'une des plus anciennes. Et pour le successeur d'Étienne, la récente transformation du quartier est loin d'être réjouissante. Les familles du panier, c'est clair qu'il y en a de moins en moins, quoi. Je veux dire, maintenant, ce sont des gens de l'extérieur qui viennent habiter au panier, et ça, c'est un peu dommage. Avant, tout le monde se connaissait, on a tous grandi ensemble, enfin, les gars de ma génération, tout ça. Puis après, ça a déménagé, c'est parti ailleurs, les loyers ont augmenté. Ils veulent faire du quartier du panier un peu comme Montmartre à Paris, quoi, je pense. Et c'est dommage parce que, voilà, on n'est pas dans le vrai, quoi. Parce que Marseille, c'est authentique quand même, hein. Voilà, mais nous, on reste. C'est tout, voilà. Alors, pour garder l'authenticité marseillaise, Pascal n'a rien changé de la formule qui a fait le succès du restaurant. Et ici, on est très loin des services guindés de l'Intercontinental. Bonsoir. Vous n'avez pas réservé? Bah non, parce qu'on a essayé de votre numéro. Ah bah tant mieux, ça ne marche pas. Ah oui, c'est pour ça. C'est fait exprès. Alors donnez-moi votre numéro. On n'a pas de téléphone. Les gens, ils passent verbalement pour réserver. C'est-à-dire qu'ils se déplacent et ils nous le disent verbalement, puis on prend les résas comme ça, quoi, en fait. On n'a pas de téléphone, on n'a pas de... C'est particulier. Pourquoi vous n'avez pas de téléphone? C'est la tradition, on va dire. Ça a toujours été comme ça. On va pas changer. Sinon, c'est plus chez Etienne. Il n'y a jamais eu de téléphone, il n'y en aura jamais. On peut envoyer les commandes, monsieur Azine? On est prêt? Ça y est? Prêt pour la bataille? Il est 19h, le service peut commencer. Et ici, les clients savent ce qu'ils viennent chercher. La carte du restaurant n'affiche que quelques plats phares qui ont fait la réputation des lieux. Est-ce que vous voulez manger de la pizza pour commencer le repas? Oui. On fait une de chaque pour partager. Voilà. Allez, super. Après, on voit si vous voulez quelques supiors, il y a un peu de viande aussi également. Ben voilà. Allez, génial. Vas-y, une de chaque pour 9, s'il te plaît. Et comme dans les vieux bistrots de l'époque, chez Étienne, le service se fait à l'ancienne. Ici, les commandes, c'est verbal, on retient tout de tête, quoi. Que ce soit les pizzas ou les grillades ou le gratin d'aubergine. Mozzarella 2. Voilà, comme ça, il me dit mozzarella 2, moitié 2, moitié 3 et tout. Il faut que je retienne tout et faut pas oublier, parce qu'après, c'est le client qui s'énerve. Voilà, ça, c'est la moitié 2. Véro, moitié 2. C'est bien, ça fait travailler un petit peu la mémoire. Il y a longtemps qu'on n'avait plus travaillé depuis qu'on va plus à l'école. C'est le meilleur endroit de Marseille ici. C'est les meilleures pizzas de Marseille. Les meilleures pizzas du monde. Allez, les assiettes, s'il vous plaît, les amis. Je vous fais un peu travailler en vous remerciant. Au top. C'est une institution déjà, parce qu'on y voit de tout. Les brigands, les voyous, les flics qui sont pas loin, le showbiz. Il y a tout Marseille qui... Les artistes, c'est un endroit incontournable de Marseille. Voilà. Faut pas être idiot dans la vie. Hein. Et en plus, les pizzas, c'est les meilleures. C'est pas de la réchauffer. Hein. Et si les pizzas sont reconnues comme les meilleures de Marseille, leur recette a toujours été tenue secrète. En cuisine, le chef accepte néanmoins de nous livrer l'une des clés de leur succès. Ça, c'est la pâte d'Étienne. C'est lui qui m'a appris à faire les pizzas. Je ne savais pas faire les pizzas initialement. Et voilà, donc c'est la même recette depuis toujours. Très souvent, les gens ils nous demandent la recette. Pour couper court, je leur dis la recette, c'est le four. Voilà, on a un four magnifique. Il fait pratiquement 1,50 m de diamètre. Il est immense, quoi. Tout cœur là-dedans, regarde. Piqué sur la branche de romarin, la brochette. Attention, ça rigole plus. Hein.
sont là les 7. Allez, vas-y, et les 6, tu les mets à table ronde. L'authenticité ici fait recette. À chaque service, le restaurant est plein à craquer. Car à Marseille, les vieilles traditions sont difficiles à perdre. Et il y a un domaine où c'est encore plus vrai. Le trafic de cigarettes. Le port de Marseille, avec ses milliers de bateaux en provenance du Maghreb, est la porte d'entrée de ce juteux business qui rapporterait chaque année 40 millions d'euros. En première ligne pour lutter contre ce fléau, les agents de la douane. Marchandise à déclarer, monsieur? Pas de cigarettes? Bon. Et vous montrez le coffre. Allez, on y va. Le trafic de cigarettes. Le port de Marseille, avec ses milliers de bateaux en provenance du Maghreb, est la porte d'entrée de ce juteux business qui rapporterait chaque année 40 millions d'euros. En première ligne pour lutter contre ce fléau, les agents de la douane. Marchandise à déclarer, monsieur? Pas de cigarettes? Bon. Et vous montrez le coffre. Allez, on y va. À l'arrivée des ferries, ils font régulièrement des contrôles. Chaque passager a le droit de rapporter une cartouche de cigarette. Au-delà, il est en infraction. Comme cet homme par exemple, qui a ramené un stock de cartouches. Je vous ai demandé combien vous aviez de cigarettes, vous m'avez dit 2, on en trouve 8 ou 10. C'est interdit. Les cadeaux, vous achetez autre chose. Chaque année, les douaniers marseillais saisissent en moyenne plus de 30 000 cartouches de cigarettes. Une goutte d'eau. Car à Marseille, un paquet de cigarettes vendu sur 2 serait de contrebande. Répartis un peu partout dans la ville, des centaines de vendeurs à la sauvette. 2 pour 10 euros. C'est le truc qu'on avait sorti de là-bas, du couteau. Merci à toi. Des cigarettes qui se vendent par paquet et aussi par cartouche. Des transactions toujours très rapides. C'est vrai pour moi? Ouais, c'est vrai. Ça va être bien, ça va bien. Un paquet de cigarettes coûte 5 €, 30% moins cher que dans un bureau de tabac. Alors certains d'entre eux ont basculé aussi dans l'illégalité. C'est incroyable, mais on peut y acheter des cigarettes au détail, ce qui est interdit. Deux cigarettes, s'il te plaît. Merci. Et il y a un endroit où la vente de cigarettes de contrebande se fait au grand jour, au marché aux puces. Tous les jours de la semaine, les vendeurs à la sauvette font leurs petites affaires, quasiment en toute tranquillité. Salam. Vous fumez mieux votre entourage. C'est pas vrai. Juste à côté des forces de l'ordre. Ce trafic bien installé ne surprend plus personne. Mais lors de notre enquête, en nous baladant en caméra discrète sur le marché, nous avons découvert encore plus étonnant. Dans ces petites valises, bien protégées des regards, des chardonnerets. Un oiseau très prisé pour son chant, mais aussi pour ses couleurs flamboyantes. Faut voir, ici, on dirait qu'il t'appelle. Attention. Non, jamais. Il vole, il est avec eux. Ah ouais, un bon mâle. Ah ouais, il est magnifique. Papa. Une espèce en voie de disparition, protégée en France, et dont la capture et la vente est interdite. Pourtant, ici, chaque semaine, des dizaines de vendeurs proposent des chardonnerets à prix d'or. Je donne des presque en 80. Je viens de celui-là. Celui-là, dans le râle. Oh. Les chardonnerets en provenance du Maghreb sont très rares, car il n'y en a presque plus. Alors les prix s'envolent. Combien il coûte 350 €. Ouais. Il a quel âge? Hein? Il a quel âge? 5 mois. Il vient d'où? D'où il vient? De l'Algérie. Et même à ce tarif-là, il partira sans problème, car à Marseille, la demande est forte. Le problème, c'est qu'il n'y a plus assez d'oiseaux pour fournir le marché. Alors pour continuer ce business, les trafiquants ont trouvé la parade. L'un d'entre eux a accepté de nous livrer les ficelles de ce trafic. Chaque année, il importe illégalement 5000 chardonnerets. Moi, je suis reconnu pour avoir des oiseaux de champ. Moi, ma passion, c'est de faire un oiseau parfait. C'est tout un circuit. Les oiseaux sont achetés en gros en Espagne. Ils sont remontés au Maroc. Du Maroc, ça transite vers l'Algérie. De l'Algérie, ça transite vers nous en Marseille. Pour ne pas se faire saisir sa marchandise pendant ce long périple, il n'hésite pas à soudoyer quelques personnes bien placées dans les ports. L'Espagne, c'est un pays corrompu. Pour rien du tout.
faites passer ce que vous voulez. Et c'est pareil au Maroc, après c'est tout le Maghreb comme ça, c'est corrompu. On fait passer ce qu'on veut quand on veut. Il suffit d'avoir les finances. Un trafic qu'il ne compte pas arrêter malgré les risques. Est-ce que vous êtes conscient que c'est illégal ce que vous faites? Oui, j'en ai conscience, mais vous savez, c'est une passion. On aime l'oiseau, on aime le chardonneret par rapport au chant. Mais j'ai appris ça par rapport à mon grand-père. J'ai eu ça dans le sang, depuis l'âge de 5 ans. Vous arriverez, vous, à priver un enfant d'aller jouer dans la cour avec ses collègues? C'est de ne pas avoir de cœur. Ben moi, c'est pareil. J'aime l'oiseau et je ferai toujours en sorte d'avoir un oiseau à la maison. Peu importe le jeu, peu importe la chandelle. C'est ma passion, ça restera ma passion. Jusqu'à présent, la police n'a jamais réussi à le coincer. Ce qui n'est pas le cas de 3 autres trafiquants qui ont été arrêtés et condamnés il y a 2 ans. Ce coup de filet, on le doit à un homme. Pour le trouver, il faut emprunter une petite route perdue dans la campagne, à une trentaine de kilomètres de Marseille. Dans cette maison, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. À sa tête, Jean-Yves Bichaton. Dans son bureau, il garde quelques trésors de guerre, comme ces objets saisis lors de la descente au marché aux puces en 2014. Donc ça, tout simplement, c'est un petit bâton qu'on plante dans le sol, sur lequel on va accrocher une petite cage. Et là-dedans, on met un petit oiseau, donc un chardonneret, qui va attirer les autres chardonnerets. Comme ça, ils se sentent en confiance. À ce moment-là, on trouve dans les branches qui sont autour, effectivement, de la glu, qui sont posées avec des brins. Donc voilà des brins de glu. Les oiseaux arrivent, donc voient les cages, voient le site qui a l'air, je dirais, agréable. Et c'est là qu'ils se font engluer. Et ensuite, eh ben, c'est parti pour soit directement la vente, soit pour partir en stock. En plus du matériel, les services de police ont saisi 77 chardonnerets. Une saisie record qu'ils ont immortalisée. Là, vous avez effectivement un oiseau qui a l'air libre, vous voyez, dans des cages qui sont non protégées. Donc ça, généralement, les oiseaux qui ne protègent pas du froid, ce sont des oiseaux qui sont vendus aux alentours de 50 €. Ce sont des oiseaux dits bas de gamme dans le milieu. Ce sont les oiseaux qu'on a capturés et qu'on va revendre quasiment immédiatement. Ce sont les oiseaux qui arrivent par le port ou l'aéroport et qui sont revendus aussi dans la foulée. Derrière, par contre, on a des oiseaux qui sont dans des cages emballées. Mais ça laisserait supposer que ces oiseaux-là ont une valeur plus importante, puisqu'ils sont protégés du froid. Ça veut dire qu'ils ont été maintenus en captivité, qu'ils ne sont pas habitués à l'air libre. Donc ils ont été préparés pour la vente, ils ont été préparés pour le chant, mais ils sont vendus, donc ceux-là, sans doute plus cher, entre 160, 200, 300 €. Du fait des conditions de transport, du fait des conditions de capture qui sont très stressantes, leur, je dirais, espérance de vie, effectivement, est courte. Ils vont vivre quelques mois, ils vont mourir après. C'est un gâchis. Un gâchis qui continue aujourd'hui. Nous décidons de lui montrer le tournage que nous avons effectué sur le marché une semaine plus tôt. 2 pour 10 €, je vais acheter la femelle, il est là-bas. Ça ne m'étonne pas. C'est effectivement conforme aux informations que nous avons et aux moyens que nous mettons en place pour effectivement endiguer ce trafic. C'est un travail de longue haleine? Très longue haleine, oui. Oui, oui. C'est toute une carrière, à mon avis. Si c'est pas moi, ça sera les suivants. Il faut dire qu'il y a seulement 11 inspecteurs de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sur tout le département. Largement insuffisant pour lutter contre ce trafic. Alors, de temps en temps, sur le marché, c'est la police nationale présente chaque week-end qui tente de faire le ménage. Voilà. Tu les as fait tout simplement pour tendu les sacs, hein. Prenez. Ils croient que c'est normal ce qu'ils font là. Les 3 policiers ont seulement saisi quelques oiseaux. Cela suffit à échauffer les esprits. Rapidement, ils se retrouvent encerclés par la foule. Et un des vendeurs tente même de récupérer ses chardonnerets. Les policiers sont obligés de battre en retraite. Un coup d'épée dans l'eau. À peine quelques minutes plus tard, le trafic reprend comme si de rien n'était.
comme tous les dimanches au marché aux puces de Marseille. Dans la cité phocéenne, les traditions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, survivent au renouveau, car elles font partie intégrante de son identité. À l'autre bout du Vieux-Port se trouve l'une des plus vieilles institutions de la ville, le Cercle des nageurs de Marseille. Ici, 2,5 hectares sont consacrés à la natation. On y trouve 2 bassins olympiques, une piscine d'eau de mer à ciel ouvert, mais aussi de nombreuses terrasses et un accès à la mer. Un club de natation très privé où se côtoient depuis un siècle amateurs et nageurs professionnels. Exceptionnellement, notre caméra a été autorisée à y pénétrer. En 10 ans, le Cercle des nageurs est devenu une référence mondiale. Car c'est ici que se sont entraînées les dernières stars de la natation française, comme Florent Manodou, Camille Lacour ou bien encore Fabien Gillot. Si l'ancien capitaine de l'équipe de France a récemment pris sa retraite, il continue d'arpenter les rebords du bassin olympique du Cercle. Qu'est-ce que vous faites, Fabien? J'essaye de me maintenir en forme. La carrière de haut niveau pour moi est terminée, mais je suis tellement attaché au groupe, au club, à ce qu'on a construit depuis 10 ans que c'est difficile pour moi de m'en écarter. Et en même temps, ça me permet de continuer de côtoyer les athlètes, d'échanger avec eux, de leur apporter mon expérience et moi de me maintenir en forme. Donc c'est une bonne chose. 9 fois médaillé aux Jeux Olympiques, Fabien Gillot a fait partie des nageurs les plus récompensés de France. Pendant 10 ans, c'est ici à Marseille, dans ce bassin, qu'il s'est quotidiennement entraîné à battre des records. Ça vous manque pas la compétition? Oui, la compétition, oui. L'entraînement au quotidien, non. Le quotidien du sportif de haut niveau, les 6 heures d'entraînement intensif, non, ça pas du tout. Je suis content de pouvoir commencer à profiter de la vie. Maintenant, je ne vous cache pas que le jour J, l'adrénaline de la compétition internationale, ça va me manquer, c'est une certitude. Mais au-delà du sport de haut niveau, ce lieu très sélect est aussi le rendez-vous du tout Marseille. Marc, un avocat marseillais et sa famille sont membres de ce club très prisé depuis 10 ans. Bonjour. C'est un club, il faut être adhérent, donc nécessairement il y a un contrôle pour éviter que ça soit ouvert aux 4 vents et que l'accès du cercle soit illimité. Le Cercle des nageurs compte à ce jour 4200 membres qui viennent profiter de ses infrastructures toute l'année. Nous sommes début décembre et la température extérieure à Marseille permet encore de prendre son petit déjeuner en terrasse. Il y a vos cafés. Qui veut un pain au chocolat? C'est un privilège unique d'arriver après une semaine chargée et de prendre un petit déjeuner en face de la mer. C'est merveilleux, on a l'impression que la Méditerranée vous tend les bras. Et elle nous tend les bras d'ailleurs. Pour faire partie de ce club, chaque membre doit s'acquitter d'une cotisation annuelle de 1 400 € et d'un droit d'admission de près de 2 000 €. Si la famille a accepté de débourser ce prix, c'est qu'ici, chacun y trouve son compte. J'aime bien venir en début de soirée avec des copines, venir prendre l'apéro autour d'une pizza ou voilà, ce genre d'activité. Qu'est-ce que tu préfères quand tu viens ici? J'aime bien me baigner dans la mer et dans la piscine, on peut retrouver des amis et tout. En plus, en haut de la piscine olympique, il y a un petit terrain de foot, donc on peut jouer et tout, c'est bien. Bon, on va se changer. Ici, comble du luxe, on peut venir les mains vides, car tout est prévu pour faciliter la vie des membres du club. C'est quoi ça ici, les enfants? C'est une cabine pour récupérer nos affaires, voilà, des affaires, des stocker matelas pour bronzer, des serviettes et voilà. Pour se changer aussi. C'est une cabine juste pour vous? Oui. Pour toute la famille. Pour la famille. Voilà. À quelques lignes de Salomé et Benjamin, le champion Fabien Gillot continue son entraînement. Pas de quoi les impressionner, il nage tranquillement. Tu fais la course avec Fabien Gillot ou pas? Un peu. Il est un peu plus sportif que moi, donc je le laisse prendre de l'avance. Si les deux adolescents semblent prendre cette compétition avec légèreté, depuis les gradins, Lisa concède le caractère particulier de la situation. Là, il y a Fabien Gillot et d'autres pros qui sont en train de s'entraîner. Ça fait quoi de pouvoir les regarder aussi? C'est marrant de voir qu'on est à côté de personnes connues.
Et c'est toujours impressionnant d'être entouré de nageurs et de nager à côté d'eux. Au Cercle des nageurs, la cohabitation entre pros et amateurs se fait donc le plus naturellement du monde. Comme avec cet adhérent qui partage la même ligne de nage que Fabien Gillot et qui va lui proposer de lui laisser sa place. Vous lui proposez de laisser la ligne, c'est ça? Oui. Bah, c'est gentil, pourquoi? Parce que je suis un champion, donc c'est leur maison, ça invite la nôtre un peu aussi, mais c'est normal, comment dire, de se passer devant les gens qui sont en train de dire comme ça, quoi. Donc, Et en même temps, c'est ce que j'aime au cercle, c'est qu'on partage les lignes d'eau entre membres et sportifs de haut niveau. Et il y a cette facilité entre nous. C'est la magie du cercle. On a l'impression que le cercle, c'est quelque chose de très brillant. Et au final, nous, à l'intérieur, c'est juste une grande famille. Ça vous fout pas la pression, surtout je suis trop vieux pour avoir la pression. Non, on les regarde d'en bas, bien sûr, mais la pression, c'est eux qui l'ont, pas nous. Hein, donc, On parle natation dans le sauna après les entraînements ensemble. Bon, je continue, bonne continuation. 2 fois par jour au club, les nageurs pros investissent ces bassins. Si Florent Manodou et Camille Lacour se sont accordés une pause depuis les derniers Jeux Olympiques de Rio, une toute nouvelle génération de nageurs a rejoint les rangs du club. Bien joué. Alors le Jeannot, 2-6 il a fait le coco, hein. C'est bien ça, bravo. Merci. Non, nickel. Ah, c'est bien, ouais. Clément. Bravo, combien de temps? Merci. Tu fais quoi là-bas? 200? Ouais, tout. 50, 100, 200 et 200 livres aussi. 200 livres? C'est bien, ça va faire un bon programme, la semaine elle est complète comme ça. Ouais, je me suis dit autant enchaîner les courses quoi, sinon. Ouais, c'est bien, c'est ça, ça va bosser. Ouais, c'est sûr. Ça commence à devenir intéressant. Ouais, tu vois. Ouais. Allez, c'est bien. Bon bah bon entraînement les gars. Ciao. C'est la relève, ça bien? Oui, bien sûr, ouais, c'est la relève du cercle dans un premier temps, la relève de l'équipe de France demain. Ils reviennent des championnats de France, ça a été une bonne semaine pour le club, donc c'est bien. Maintenant, c'est leur aventure, leur histoire. Nous, on sera là pour les accompagner, mais maintenant, c'est à leur tour de faire voir de quoi ils sont capables, mais je me fais pas de soucis pour eux. 8 de ces jeunes se préparent pour la prochaine Coupe du Monde de natation. Le Cercle des nageurs, une fabrique à champions qui permet de faire briller Marseille dans le monde entier. Car la cité phocéenne compte bien aujourd'hui rivaliser avec les plus grandes capitales internationales. Et pour cela, elle a misé sur des domaines qui lui faisaient défaut jusqu'à présent, le shopping et la fête. Dans le nouveau quartier d'affaires de la Joliette, les terrasses du port. Construites à la place des anciens docks délabrés du port de commerce, on y trouve désormais de grandes enseignes internationales. 190 magasins répartis sur 61 000 m², mais aussi une terrasse de plus de 260 mètres de long, avec en prime un panorama exceptionnel sur la mer. Mais là où le centre commercial a décidé d'innover, c'est sur son toit avec le R2, une boîte de nuit en plein air de plus de 3000 m². Juliette, 24 ans, s'est lancé le défi d'en faire un rendez-vous de la nuit marseillaise, et pour elle, le lieu a tout pour plaire. C'est une des plus belles vues de Marseille, surtout pour les soirées. On n'a pas tous la chance de faire la fête au-dessus de l'eau comme ça sur un bateau. Il y a 3 ans, cette Parisienne, étudiante en design, s'installe à Marseille pour ses études. Passionnée de musique, elle décide rapidement d'organiser des soirées festives dans les bars de la cité phocéenne. Coucou. Ça va? Et avec l'ouverture du rooftop, elle a trouvé le terrain de jeu idéal. Chaque samedi, elle y co-organise des soirées à thème. Si tu veux, ce que je fais, c'est que moi, je commence à gonfler les bouées. Ouais. Et comme je suis petite, est-ce que tu peux accrocher les fanions, toi? Tu sais comme il fait, Nico? Ouais, ça va. On a des gonflables, des goodies, une tonne de trucs. Là, ce soir, le thème, c'est West Coast. C'est vraiment pour décorer un peu le rooftop. Après, c'est tellement grand que c'est très compliqué de faire une grosse déco, quoi. On a des dollars. C'est pour faire hip-hop. Et là, vous avez combien de temps pour installer tout ça? 1 heure. On est en retard. Si Juliette et son équipe accordent autant d'importance à la décoration des lieux, c'est qu'ils espèrent le rendre le plus attractif possible. Car si le rooftop offre une vue exceptionnelle et beaucoup d'espace, le revers de la médaille est de réussir à pouvoir remplir ces 3000 m². Si la terrasse est vide,
la clientèle risquerait de ne pas revenir la fois suivante. Je mets les dollars sur les tables, au fait. Hein. Là, le défi, ça va être de remplir ce lieu qui, en dessous de 1500 personnes, paraît vide. Donc ça va être de le remplir, d'avoir la même énergie qu'on a eue cet été, de faire danser les gens. Grâce à la récente ouverture de ce genre de nightclub, la cité phocéenne deviendrait de plus en plus prisée des fêtards. Le soleil se couche sur le R2. Et Juliette met les touches finales à la décoration de ce soir. Ça y est, la soirée commence là? Ouais. On a ouvert un petit peu en retard, mais ça va. Dernier réglage de lumière, le rooftop est prêt à ouvrir ses portes. Pour l'organisatrice, il ne reste plus qu'à attendre l'arrivée des premiers clients. Ça fait toujours très peur quand tu vois que c'est vide comme ça au début, et après, bon, jusqu'ici, on s'est jamais, tu vois, on s'est jamais loupé sur le samedi, mais c'est jamais. Jusqu'à 22 h, on ne sait pas du tout comment va se passer la soirée. Voilà, on verra. Mais je suis un peu stressée. On est tous les 5 rejoint une réservation. Il est 21 h et les premiers fêtards arrivent au compte-gouttes. Environ 300 personnes. C'est tranquille. Mais voilà, là, ça va commencer à arriver. Si ça peut continuer comme ça, c'est cool. Nico, 26 ans, est le petit ami de Juliette, mais aussi le co-organisateur de ces soirées au rooftop. Je suis toujours inquiet, moi. Quoi qu'on fasse, je me dis, c'est pas parce qu'une semaine ça marche que la semaine d'après ça va marcher. Et du coup, je me pose toujours des questions sur les méthodes. Est-ce qu'on va pas à un moment donné s'épuiser? Donc il faut toujours se renouveler et c'est le grand défi. Hein. Que Pikachu, on fouille pas le mignon. Que Pikachu le mignon. On se fait fouiller à l'entrée. On est à 550 personnes pour le moment et il est 22 h 20. Et on est insatisfait à 550. Et je suis insatisfait à 200%. On va croiser les doigts. Ouais, y a pas de raison. Il est tôt encore. Les rois de la soirée partent faire le tour du propriétaire pour prendre la température. La salle est encore à moitié vide, mais Julien, leur chef-serveur, a trouvé une astuce pour attirer plus de clients. Il faut mettre des nanas, là j'ai mis des nanas en bas, là ça va tirer, ça va remplir. Bon, on va voir. Mais bon, ça va, c'est bien déjà, les gens ils s'amusent. C'est l'avantage d'avoir un handyman qui fait danser. Bon, ben c'est cool. Handyman est le DJ de la soirée. Et lui aussi a sa petite touche personnelle pour que la clientèle s'amuse malgré un club à moitié vide. Tout le monde est bien là, tout le monde est bien là, tout le monde est bien là, tout le monde est bien là. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Et la mayonnaise semble prendre. L'ambiance est explosive. C'est vraiment un endroit qui est particulier, c'est une des pièces centrales de la vie nocturne marseillaise. Alors attention, c'est le meilleur moment de la soirée. On a besoin de s'amuser, on a besoin de se lâcher. Et franchement, les Marseillais, c'est les plus chauds de France. Pour dire ce qui est, on est entre nous, pour dire ce qui est, les Marseillais, c'est les plus chauds de France. On sait s'amuser chez nous. On est en plein air. Et avec la vue sur la bonne mer, c'est magnifique. Il est bientôt minuit et la fête bat son plein. Le rooftop est noir de monde. Et les premières commandes de bouteilles commencent à partir. Ça en fait c'est des gars de Paris et ils bossent pour une grosse compagnie de soda américaine, rouge. Et du coup ils sont venus faire la fête et donc du coup ils descendent et ils viennent souvent. Des Parisiens fêtards qui dépenseront 450 € pour cette bouteille d'un célèbre champagne. Du côté des deux organisateurs de la soirée, l'heure est au bilan. Paris réussi, Juliette et Nico peuvent enfin relâcher la pression. Ils se mêleront au fêtard jusqu'au petit matin.
La nuit marseillaise est peut-être en train de prendre son envol.